Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission sur RTVFM, les lives santé de la Mutualité, en partenariat avec la Mutualité Française Sud, délégation de Vaucluse. Une émission autour de la santé donc, avec à chaque épisode une thématique. Et pour cette première, nous allons parler de notre santé psychologique. Avec moi autour de la table, Patricia Roy, hypnothérapeute. Bonjour Patricia. Bonjour. Lucie Ansberger, médecin généraliste. Bonjour. Bonjour Lucie. Et Marc Devouge, secrétaire général de la Mutualité Française Sud. Bonjour Marc. Bonjour. Et c'est avec vous que je vais commencer la première question avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots les missions de la Mutualité Française et pourquoi vous avez souhaité réaliser ces émissions radio ? Oui, merci d'abord de nous accueillir cet après-midi. La Mutualité Française est à ne pas confondre avec les mutuelles. La Mutualité Française est un mouvement politique, un mouvement social qui s'intéresse à toutes les questions de société, de santé certes, vous l'avez dit, mais de société aussi. La Mutualité Française est présente dans chaque département. C'est pourquoi nous sommes effectivement aujourd'hui là. Et puis elle est animée politiquement par un conseil qui rassemble des élus de l'ensemble des mutuelles du département de Vaucluse. Alors je le disais, la mutualité s'intéresse aux questions de santé, mais pas que, aux questions sociales, aux questions du moment, comme par exemple la lutte contre les exclusions ou contre les discriminations. Permettez-moi quand même, alors elle peut avoir un regard sur beaucoup de questions, par exemple sur le 100% santé. Elle peut avoir un regard sur le PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, chaque année. Comme elle peut aussi avoir un regard sur les propositions du Ségur de la santé qui s'est réuni l'année dernière. Je rappellerai brièvement les 4 métiers des mutuelles, pour autant, puisque les mutuelles composent la Mutualité Française, la complémentaire santé, c'est le plus connu, les retraites et prévoyance, ce sont des réponses spécifiques, la prévention, promotion de la santé, prévention, on y est très attaché. Et puis bien sûr, on est aussi offreur de soins et d'accompagnement avec un certain nombre de structures. Enfin, ce qui nous guide, ce sont les valeurs, les valeurs de solidarité, bien sûr, de responsabilité, de non-lucrativité. Voilà en quelques mots la présentation que l'on pourrait faire de la Mutualité Française. Des missions très larges, finalement. Des missions très larges, quelquefois peu connues du public, un peu, je dirais, rétrécies dans l'esprit du public. C'est pourquoi l'intérêt de cette émission est de montrer qu'on s'intéresse effectivement, comme le Code de la mutualité nous y autorise, à beaucoup de questions de société. Nous allons parler aujourd'hui, en tout cas sur la partie psychologique. Effectivement, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé depuis un an. Nous l'avons tous vécu. 14 mois, on a été confinés, déconfinés, reconfinés. Beaucoup d'incertitudes, de remises en question, des remises en question de nos repères et des changements de société aussi. On a tous été impactés par ce qui s'est passé par la pandémie, même si nous n'avons pas été malades. Et c'est vrai que le premier réflexe a d'abord été de se protéger pour ne pas attraper le Covid. Et nous nous protégeons toujours aujourd'hui. Mais en revanche, la question des fragilités psychologiques que la situation sanitaire a imposées pouvait aussi engendrer et est arrivée plus tardivement. C'est-à-dire qu'on s'est interrogé plus tardivement et c'est pour ça qu'on a eu envie de parler de ça aujourd'hui avec vous. Alors ma première question, ça serait comment les professionnels de santé et les mutuelles ont appréhendé les périodes de confinement et appréhendent-elles aujourd'hui la situation de déconfinement ? Peut-être Lucie, vous êtes médecin. Oui. Alors nous, le premier confinement a été source de stress vécu par les patients et également vécu par nous-mêmes les médecins, parce que nous étions confrontés à devoir dépister une maladie épidémique qui s'est révélée par la suite pandémique, pour lequel nous n'étions absolument pas préparés, qui en plus revêtait des symptômes tout à fait communs et polyvalents. Donc nous avons vécu à la fois le stress et l'angoisse des patients qui présentant des symptômes qui pouvaient s'apparenter à des pathologies bénignes qui au quotidien seraient passées inaperçues ou pour lesquelles ils ne consultaient pas, là avaient peur de la maladie, donc venaient et demandaient un rendez-vous de consultation. Nous avons été amenés, pour certains professionnels qui travaillaient en consultation sans rendez-vous, à devoir gérer des rendez-vous et à se réorganiser
changé également de ce fait les habitudes des patients qui avaient l'habitude des consultations sans rendez-vous pour leur médecin. Et tout ça a fait un petit peu, si je peux m'exprimer en termes de boule de neige, en termes d'angoisse. Et ça a été notamment vécu par nous tous au premier confinement. On a été assez démunis également par les nombreuses annonces et la médiatisation des données potentiellement de santé, mais qui ont été communiquées au grand public, dont nous-mêmes, parfois, nous n'avions pas spécialement connaissance, où nous devions à la fois rassurer nos patients sans même connaître vraiment la réalité du terrain aussi, parce que nous devions nous adapter. Et c'est vrai que tout ça, les premiers mois, ça a été assez difficile à gérer. Et ensuite, ça a un petit peu changé pour les confinements suivants, parce que d'abord, nous avons mieux connu la maladie, on a mieux connu l'approche, des nouvelles connaissances sur la thérapeutique, ou tout au moins l'orientation. On a su mettre en place une organisation différente selon chaque corps de métier également et profession de santé, mais on a su un petit peu s'adapter, et de ce fait, on n'était plus nous n'étions plus en terrain inconnu complètement, mais en terrain connu sur lesquels nous marchions avec précaution, mais toujours avec quelques incertitudes. Quelques incertitudes, oui. Donc, et aujourd'hui, voilà. On est au début d'un déconfinement. Aujourd'hui, les appréhensions peut-être que l'on peut avoir, reviennent aux incertitudes. Est-ce que c'est une phase de répit? Est-ce que nous allons... Et ce sont des questions finalement que l'on se pose tous. Et on n'a pas de données, puisque on doit faire quelque part avec le terrain. Nous sommes dans l'appréhension nous sommes contents, je pense, que la vaccination se généralise. Nous invitons tous nos patients à pouvoir accéder à la vaccination le plus possible, et dans la mesure de là où actuellement, ça y est, nous commençons à avoir beaucoup de vaccins accessibles, donc c'est en train potentiellement, beaucoup de personnes peuvent bénéficier de cette vaccination. Nous encourageons les personnes qui ont actuellement encore des appréhensions vis-à-vis de cette vaccination, en leur expliquant bien les bénéfices et le peu, voire pas de risque qu'il en ressort. Et par ailleurs, forcément, on est dans l'incertitude de savoir est-ce qu'il va y avoir une nouvelle épidémie en septembre ou pas. Par rapport à ce déconfinement, on peut être un peu circonspect et un peu réservé peut-être par la rapidité de certaines ouvertures et de certains accès. Et voilà. Et nous sommes également confrontés aux questions de la patientèle qui nous demande: alors docteur, qu'en pensez-vous? Eh bien, toujours compliqué d'avoir un avis dans ces cas-là. En tout cas, puisque vous êtes en contact quand même avec beaucoup de personnes. Aux côtés des mutuelles, comment cette situation a-t-elle été appréhendée? Oui, une période de confinement tout à fait exceptionnelle qui a bousculé nos pratiques et qui a percuté le quotidien de chacun. Alors on ne va pas parler de soi, mais c'est vrai que sur le plan personnel, on a quand même été privé d'un certain nombre de libertés durant cette période. Mais au niveau de la mutualité, plus largement, je dirais, on pourrait distinguer les mutualistes des collaborateurs, des élus militants. En ce qui concerne les mutualistes, force est de constater qu'ils ont été eux aussi en rupture de lien, notamment avec leur mutuelle. Comment contacter ma mutuelle, comment contacter aussi mon professionnel de santé, mon médecin, si j'ai un traitement dans la durée. Donc un certain nombre d'initiatives ont été prises en faveur de ces mutualistes par les mutuelles pour accentuer cette notion de proximité à laquelle on est attaché. Et donc, par exemple, certaines mutuelles ont pris l'initiative d'appeler les personnes chez elles qui étaient isolées pour leur prodiguer des conseils, pour leur rappeler les règles sanitaires, pour leur rappeler qu'elles avaient droit à un certain nombre d'informations qui pouvaient être disponibles sur un site internet. Donc un devoir d'information qui a été très largement apprécié. On a pu d'ailleurs apprécier la responsabilisation des adhérents qui respectaient les gestes barrières, qui effectivement restaient calfeutrés chez eux et qui avaient le souci de préserver leur santé, mais aussi celle des autres. Au niveau des collaborateurs, parce que les mutuelles emploient des collaborateurs, là également aussi la période a bousculé complètement les pratiques. On parle bien sûr de
télétravail. Il a fallu s'adapter. On en parlera tout à l'heure. Voilà, mettre en place le télétravail. Donc ça va certainement s'installer, même si effectivement c'est pas prévu par le Code du travail, mais là il y a une révolution, je dirais, sur le plan du travail qui a interrogé les employeurs sur la technologie. Il fallait s'équiper, plus des interrogations sur le travail, comme on dit, à distance ou en télétravail. Et pour les élus militants aussi, on a l'habitude de se rencontrer, on a l'habitude de se réunir, on a l'habitude de se voir, de se déplacer. Tout ceci a été mis de côté pendant un certain temps, et donc on a aussi découvert des modes de réunion nouveaux, dont il ne faut quand même pas abuser avec le regard qui est le nôtre, qui sont pour autant très, très pratiques. Je citerai par exemple les réunions par Zoom ou par Teams, qui effectivement sont confortables parce qu'elles évitent un déplacement. Elles nous permettent de nous réunir sur une durée plutôt courte, et je dirais que c'est plutôt efficient. Mais enfin, le contact humain n'est pas là, la présence physique n'est pas là, et donc c'est plutôt un peu artificiel en mode de travail. Mais pour autant, encore une fois, je le disais, ça a des atouts. En conclusion, je dirais que oui, on s'est adapté. On s'est adapté, enfin comme tous les Français, comme tous les citoyens. On s'est adapté, on s'est responsabilisé, et je crois que la mutualité avait un devoir d'informer, de rassurer et de faire adhérer les adhérents à la politique sanitaire qui était mise en place et souhaitée par l'État. C'est une notion de responsabilité. Ça a peut-être permis aussi aux Français de mieux connaître les rôles des mutuelles par rapport à leur santé. Patricia, au niveau psychologique, on a parlé émotion, on a parlé stress, on a parlé incertitude. Pareil, c'est une période qui a été particulière à ce niveau-là et au niveau de la gestion des émotions. Bien évidemment. Vous savez, je reçois beaucoup de personnes qui viennent et qui ont des troubles psychologiques. Je dirais, souvent ces troubles psychologiques, je ne suis pas psychiatre, bien évidemment, je suis juste hypnothérapeute. Ces troubles psychologiques, ce sont des émotions qu'on n'arrive pas à gérer. Des émotions que l'humain n'arrive pas à gérer et qui, à force d'être camouflées ou ignorées, elles finissent par sortir, et elles sortent donc par des mots. Des mots qui ne sont pas dits avec des mots. Des mots M-O-T ou mots M-A-U-X. Tout à fait. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Ça se transfère dans le corps et ça sort par des maladies psychosomatiques. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui, tout d'un coup, arrivent et tout va bien et elles se déclenchent une maladie, elles n'arrivent plus à respirer, vont à l'hôpital, reviennent, on leur dit mais il n'y a rien. Et là... elles ont des angoisses qui montent de plus en plus et elles viennent me voir finalement. Et en fait, cette pandémie, comment vous expliquer ? Elle a un rôle vraiment très très anxiogène. C'est-à-dire que l'humain, quand il a mal quelque part, quand on lui dit qu'il y a un danger, notre cerveau reptilien fonctionne comme ça. Il y a un danger, il réagit. Il faut qu'il sauve la vie de la personne. Donc la personne, où elle fait le mort, comme le lapin qui fait le mort devant la voiture, et pend, malheureusement, la voiture, voilà. Ou, il se sauve. Eh bien, là, on ne peut pas se sauver devant un danger. On ne le connaît pas, ce danger. Ce danger, il est là, et en même temps, on ne sait pas l'identifier. Donc, toutes sortes de personnes, que ce soit des personnes âgées comme des enfants, ne peuvent pas identifier tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Des angoisses, on ne dort plus, on a du mal à respirer, on a des bouffées de chaleur, on a beaucoup de mots, des mots de jambes qui apparaissent. Voilà, ça se transforme dans le corps. C'est le corps qui exprime quelque chose. C'est le corps qui parle. À sa manière. Voilà. Il n'y a pas de mots M-O-T, mais il y a des mots qui s'installent. Mon rôle à moi, c'est simplement d'être à l'écoute et de travailler avec l'inconscient. Les neurosciences, c'est bien, c'est-à-dire que ce que va faire un psychologue qui prend le temps d'écouter, de faire parler son patient, va durer sur un laps de temps assez long, jusqu'à ce que l'inconscient lâche prise et qu'à ce moment-là, il y a des choses qui s'identifient et la personne va mieux. En hypnose, on a cette faculté d'aller directement à l'inconscient. Et donc c'est là on va pouvoir faire exprimer, ou en tout cas aider les gens à exprimer ce qui ne va pas. Bien souvent, vous savez, nous, l'hypnose, on l'utilise avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'images, beaucoup de... Eh bien, de quelle couleur est cette émotion, par exemple ? L'émotion, si c'est une émotion très très forte, elle va être noire, une grosse boule, ou alors c'est rouge, comme un petit garçon qui me disait, c'est rouge et ça crache du feu mais vraiment, comme si j'avais affaire à une bestiole qui était en train de cracher. Ok.
Bon, écoutez, on va le transformer. Et qu'est-ce qui ferait que cette bestiole se calmerait? Qu'est-ce qui ferait, d'après toi, que cette bestiole commencerait à prendre un peu de recul? Et peut-être qu'à la place de sortir du feu de sa bouche, peut-être qu'elle pourrait sortir autre chose. Et là, l'enfant, l'imaginaire fonctionne. Tout marche dans l'imaginaire avec l'inconscient. L'inconscient, en principe, c'est un enfant. C'est un petit garçon qui reste, ou une petite fille qui reste là et qui est âgé de 0 à 7 ans. Puisque c'est après 7 ans qu'on a la raison qui s'installe. Avant 7 ans, ce n'est que ce qu'on appelle le pur inconscient. Cet enfant-là, il voit tout par image. Et vous pouvez avoir 70 ans, vous êtes encore un enfant. Donc on travaille encore avec l'enfant. C'est grâce à ça que essayer on va en parler pendant l'émission, mais essayer de penser à la gestion de ses émotions, aux problématiques psychologiques qui peuvent être causées par tout ce que nous venons de vivre et est-ce que on ne sait pas ce qui va arriver par la suite. Toute cette incertitude peut amener. Tout à fait. Ce qui me fait peur, ce que je crains, parce que j'ai commencé un cursus de psychanalyse, je crains la décompression. Voyez. Après tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, beaucoup de personnes tiennent. C'est-à-dire que pour l'instant, les personnes, elles sont encore dans l'action. On commence seulement à sortir de chez soi, on commence seulement à avoir un peu de liberté pour aller dans un restaurant ou autre, mais on ne sait pas comment l'inconscient va fonctionner. C'est là où votre travail va être utile. Et Lucie, est-ce que vous pensez que le rapport des Français à leur santé, que ce soit physiologique ou psychologique, a changé suite à cette année-là? Est-ce que vous avez senti que vos patients, en tout cas le rapport qu'ils ont à leur santé, à peut-être faire plus attention à certaines choses? Oui, tout à fait. Tout d'abord, je voulais juste revenir, peut-être, si je peux me permettre, sur un point que je n'ai pas mentionné, par rapport à l'appréhension aussi, au vécu du premier confinement. Nous, en tant que médecins généralistes, on a été, et pour abonder dans vos propos et rebondir, également, ça m'a évoqué aussi le fait qu'au début de cette période de confinement, on était nous-mêmes, en fait. On devait à la fois gérer, et de par notre rôle de réassurance et de soins, et où l'on est identifié comme thérapeute et comme détenteur du savoir, de la connaissance, on devait à la fois gérer essayer d'anticiper et de soutenir au mieux nos patients, de leur expliquer, de les rassurer, mais également gérer nos propres incertitudes et nos propres angoisses et nos propres méconnaissances et non-connaissances surtout sur le virus, où on devait évoquer des choses, éventuellement des conseils dont on n'était nous-mêmes peut-être pas convaincus, dont on ne comprenait pas forcément le sens. Pourtant, c'était les injonctions de grandes... j'ai le terme économie de la santé, c'est pas ça du tout, mais de grandes sociétés savantes pour lesquelles on pouvait peut-être avoir quand même un regard critique sur les propos annoncés et qu'on devait, malheureusement, j'emploie spontanément le terme malheureusement parce que j'ai pas toujours été en accord avec les directives que l'on avait, mais que je me devais de respecter de par ma profession. Et en même temps, on était nous-mêmes aussi dans l'inquiétude de ne pas contaminer nos proches. Pour autant, on devait travailler également. Ça a été une source assez importante, effectivement, aussi pour nous, en tant que personne également, en personne humaine. Et je présume que vous également aussi, en tant que thérapeute... Je pense que le rôle aussi, en tout cas le rapport au corps médical a changé aussi, parce qu'il y avait cette idée que quand on va voir un médecin, il a la réponse à notre problème. Et aujourd'hui, c'était pas le cas, puisque c'était une situation nouvelle. Et effectivement, nous-mêmes, du coup, nous avons dû être confrontés, donc pour revenir aussi à votre question que vous m'avez posée il y a... sur la dernière question, sur le rapport à la santé, forcément, il a changé, puisque les patients... de par la peur, en plus de contaminer leurs proches, de par les obligations aussi de leurs employeurs lorsqu'ils allaient encore certains sur les postes, avec l'obligation de se faire dépister quand rapidement on a eu accès à des tests. Forcément, ça génère le fait d'être à l'écoute du moindre symptôme. Et donc effectivement, ça a pu faire émerger
chez certaines personnes qui s'oubliaient totalement des symptômes qui étaient en fait indépendants de cette épidémie. Mais il y a un regard sur le corps et qui est, à mon sens, beaucoup plus attentif, mais qui est toujours dans une attention et de peur de. C'est pas une attention bienveillante, c'est une attention. Alors, il y a la bienveillance pour la peur de ne pas contaminer nos proches, les gens qu'on aime, et également notre lieu professionnel, enfin les personnes travaillant avec nous, parce que ça génère également d'autres soucis. Oui, on a tous une responsabilité face à l'autre. Exactement. Et pour autant, c'est pas tout, voilà, c'est pas toujours et loin d'être une écoute bienveillante. C'est une écoute également impactée par le stress et l'anxiété. Et en plus, nous-mêmes, en étant médecins, on a dû également développer, on en parlera, je crois, par la suite, l'outil de la téléconsultation qui a été complexe à appréhender et qui, de base, n'est pas notre cœur de métier, parce que, en tout cas, moi, la raison et ce qui m'anime, c'est le soin au patient, mais c'est le rapport au patient, c'est le rapport au corps, c'est le toucher, on peut pas faire des diagnostics par caméra. Derrière c'est pas un écran. Certains, mais effectivement, on reviendra sur l'impact des écrans, et puis de nombreux médias ont quand même mis en lumière le danger des écrans. Mais toute l'expression, tout le vécu, on le voit pas, il est masqué, il est sans émotion, et c'est extrêmement complexe. Et en tout cas, pour certains, et je vais parler en mon nom, c'est pas du tout ça a été extrêmement complexe à adapter, et je suis bien contente quand même qu'il y ait le déconfinement et qu'on puisse reconsulter. C'est quand même drôlement chouette. Je crois qu'on est tous contentes et contents de revenir. C'est pas très médical comme discours, voilà. Mais en tout cas, le face-à-face quand même. On va en parler après une courte pause de musique pour faire une petite pause entre nous. On continue ces échanges autour de la santé psychologique et des impacts du confinement et de la pandémie dans quelques minutes. Take a look at yourself, tripping over your own 2 feet. Your jaw hit the floor, cause you can't believe it's me. I'm not a kid anymore, baby, I'm a full-grown man. Let you catch your breath, then catch me if you can. You used to just pass me by, like I wasn't worth your time. Now you can't believe you're right. I'm not that boy next door. I'm all grown up. Now I'm in my prime. I'm all grown up. I've got it dialed in just right. I'm all grown up. I'm feeling good tonight. I'm all grown up. Whoa. I'm all grown. I'm all grown up. Turn up the music loud. I'm all grown up. I'm making my mama proud. I'm all grown up. No one can stop me now. I'm all grown up. Whoa. I'm all grown up. Damn. Take a picture, babe. Go ahead and post it online. Tag all your friends. You remember that high school guy? I'm not him anymore, and I'm done with being shy. If you want me now, take a number, get in line. You used to just pass me by, like I wasn't worth your time. Now you can't believe you're right. I'm not that boy next door. I'm all grown up. I am in my prime. I'm all grown up. I've got it dialed in just right. I'm all grown up. I'm feeling good tonight. I'm all grown up. Whoa. I'm all grown up. I'm all grown up. Turn up the music loud. I'm all grown up. I'm making my mama proud. I'm all grown up. No one can stop me now. I'm all grown up. Whoa. I'm all grown up. You used to just pass me by. Now you can't believe you're right. I'm not that boy next door. I'm all grown up, and now I'm in my prime. I'm all grown up. I've got it dialed in just right. I'm feeling
De retour sur le live santé de la mutualité proposé par la mutualité française Sud délégation de Vaucluse. Toujours avec moi autour de la table pour parler santé psychologique, Patricia Roy qui est hypnothérapeute, Lucie Hansberger, médecin généraliste et Marc Devouge, secrétaire général de la mutualité française Sud. Nous parlions juste avant la pause. D'ailleurs, cette émission, je rappelle, est aussi diffusée en Facebook Live. Donc n'hésitez pas à aller regarder le plateau radio pour découvrir nos invités. Juste avant, en parlant d'écran, juste avant la pause, nous parlions de télétravail, en tout cas de téléconsultation pour les médecins. Donc de rapport à l'écran, c'est vrai que pendant cette période, le télétravail a été imposé, évidemment pour protéger les équipes du virus. C'était un sujet qui commençait à être discuté dans les entreprises, mais qui n'était pas encore mis en place. Il est rentré dans les habitudes de manière assez brutale, puisque ça a été imposé. Donc c'est un télétravail qui a été plutôt subi que choisi. Est-ce que chacun d'entre vous, dans vos différents métiers, vous avez vu apparaître une nouvelle clientèle ou de nouvelles pathologies dues à ce télétravail, puisque évidemment on se retrouve à travailler chez soi, peut-être dans des situations ergonomiques qui ne sont pas parfaites. Est-ce que ça a été, vous avez vu des patients différents apparaître ou arriver dans vos cabinets? J'ai eu un peu plus, je dois admettre, j'ai eu un peu plus de personnes âgées quand même. Donc des personnes qui avaient à peu près 70 ans, qui sont quand même des personnes qui ont du mal à accepter et à adhérer donc à l'hypnose, puisque donc certaines personnes ont encore des préjugés. Tout ce qui est neurosciences leur est un peu inconnu et ils ont vraiment une confiance à la médecine classique et le médecin d'abord avant de... Et donc là, ce n'étaient pas des patients qui arrivaient à cause du télétravail. C'était des personnes de plus de 70 ans. Voilà, c'était des personnes de 70 ans. Pour le télétravail, je ne peux pas dire ça. Bon, les personnes que j'ai eu qu'une dame qui est venue suite au télétravail. C'était très difficile pour elle de gérer donc, le travail et les enfants. Donc la maison, elle avait l'impression qu'elle était dans une cage. On me dit, je suis en cage. Je suis du matin jusqu'au soir, je suis en cage. Le matin, je me lève, je m'occupe des enfants. Quand j'allais au travail, que j'allais au bureau, je sortais de chez moi, ne serait-ce que le temps d'aller au bureau, ça me changeait les idées. J'allais travailler évidemment, je rentrais et voilà, ça coupait. Il n'y a plus de possibilité de sortir. Donc, voilà, là, c'était du matin jusqu'au soir, dans la maison. On travaillait, on essayait de gérer. Sachant que quand on a 2 enfants de 7 et 5 ans, maman, ça crie. La concentration est compliquée. Voilà, la concentration est compliquée. Et elle me disait, mais il m'est arrivé de dire au téléphone à la personne que j'avais en face, mais madame, je suis à la maison et c'est compliqué pour moi de travailler avec les enfants. Donc un stress supplémentaire, effectivement. De votre côté, Lucie, est-ce qu'il y a des nouvelles pathologies? Parce que c'est vrai qu'on parle un peu des troubles musculo-squelettiques. Je pense que ça fait partie des choses qui vont peut-être apparaître à force de faire du télétravail. Oui, après peut-être avant les troubles musculo-squelettiques, j'aurais plus l'impression que ce qui a émergé, c'est le burn-out en fait. Le terme de burn-out pour tous les patients qui se retrouvaient à être en télétravail, à devoir gérer les enfants, le travail, où effectivement ça a mis en évidence et en lumière le fait que là où au départ on peut voir des avantages au télétravail parce qu'effectivement on n'a pas les déplacements pour certaines personnes qui travaillent loin de leur domicile, on a ce trajet en moins. On s'aperçoit par la suite que ce trajet, peut-être que finalement il était bénéfique pour certains parce que à la fois il était source de fatigue, mais en même temps il permettait ou de se vider la tête ou d'être seul dans sa voiture et de se débarrasser des enfants et de son compagnon, ou pas. Et au retour de l'entreprise aussi, de et au retour de l'entreprise, de se débarrasser des collègues de bureau et du patron, mais voilà, pas que ça. Et en même temps, donc, il fallait... Et aussi, on se retrouvait avec des patients qui étaient confrontés aussi au fait, pour certaines personnes qui allaient travailler, cette culpabilité que vous évoquiez... Oui, tout à l'heure, je vais vous parler de la culpabilité, justement. Parce que certains
collègues qui, eux, allaient sur site, par exemple, encore, mais parce que c'était imposé par leur travail, et de même que le télétravail a été imposé par certaines sociétés et certaines entreprises. Et en fait, c'était presque, oh bah toi, t'as de la chance, t'es en télétravail de toute façon. Et ils n'arrivaient pas à comprendre, et puis au moins tu peux garder tes enfants. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre qu'en fait, c'était pas... c'était loin d'être si confortable que ça, et c'était au contraire beaucoup moins confortable que d'être en télétravail. Et a émergé également le fait que on n'avait plus d'horaire. Mais nous-mêmes, médecins, on n'avait plus d'horaire. Parce qu'en fait, finalement, on s'est retrouvés... Alors, peut-être pas tout le monde, parce que là aussi, certaines personnes arrivent mieux à gérer leur emploi du temps et arrivent mieux à cadrer les choses. Mais personnellement, moi, je me suis retrouvée dans une situation où finalement, ce que je faisais pas à un moment donné, je le consacrais à mes patients pour faire de la consultation, pour être ou en téléconsultation. Et puis du coup, je reportais également à plus tard. Et là où d'habitude, le fait d'aller dans mon lieu professionnel me permettait une fois que je rentrais chez moi, de toute façon, j'avais pas accès à mes dossiers professionnels, etc. Forcément, je stoppais. J'arrêtais. Là, le fait d'être amené à parfois faire des téléconsultations, des choses comme ça, on se disait, on le ramène à la maison, on reste plus tard au travail. Et on n'avait plus de coupure. Au final, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On travaille 24 heures sur 24. Alors effectivement, après, sont greffés également quelques troubles musculo-squelettiques. Mais je dirais, peut-être, en tout cas, c'est peut-être pas ce que j'ai observé en priorité. J'ai peut-être plus vu en priorité également. Puis après, toujours, on n'a pas le temps de développer, mais en fonction de la catégorie d'âge également, on n'a pas les mêmes troubles. Parce que je pourrais, par exemple, évoquer les troubles visuels qui ont été... À cause des écrans. Qui ont été rapportés à cause des écrans, à cause de la fatigue. Les signes, on va dire, physiques de pathologie virale, de choses comme ça. Mais également, la tension, l'anxiété et tous ces profils différents, que l'on travaille pas, que l'on soit à la maison ou pas, parce que même les personnes qui ne travaillaient pas, qui étaient également plongées dans une culpabilité parce que finalement elles n'avaient pas à subir les conditions de travail ou le tout pendant cette période d'épidémie, mais en même temps elles étaient dans la culpabilité de elles-mêmes, pour certaines, peut-être pas pour toutes, mais de ne pas travailler, de devoir du coup gérer les enfants encore plus quand il n'y avait pas école, et de se retrouver avec des problématiques également du conjoint ou de la conjointe qui était lui-même impacté par le stress. Là encore, j'emploierai mon terme de boule de neige. On a beaucoup parlé des métiers essentiels, mais c'est vrai que le fait de ne pas travailler, on peut se dire, est-ce que je sers à quelque chose ? Bien sûr. Marc, vous êtes aussi un employeur, donc vous avez dû mettre en place ce télétravail. Oui, ce sera le point de vue de l'employeur. Vous l'avez dit, un télétravail subi, pas choisi, mais qu'il a fallu quand même organiser. Donc d'un point de vue équipement, informatique, bien sûr, parce qu'il fallait continuer d'apporter des réponses et des services, de maintenir l'activité vers les adhérents, vers le mutualiste. Donc il faut saluer, la capacité d'adaptation des entreprises, mutualistes et autres, à cette période tout à fait inédite, afin de maintenir un service et afin de maintenir une qualité de service. Je dirais que ça a été dit précédemment, c'est vrai que durant cette période, d'abord, le télétravail pouvait apparaître... Il était déjà installé dans certaines entreprises. Là, il a eu tendance à se généraliser. On avait à l'égard du télétravail quelques critiques. On se demandait si le télétravail, finalement, travailler chez soi, c'était pas... on a constaté quand même, en discutant avec les uns et avec les autres, qu'on a certainement beaucoup plus travaillé chez soi, alors à condition que le cadre, bien sûr, le permette et soit tout à fait propice. Il faut un cadre, alors il faut l'équipement, il faut un cadre, il faut peut-être aussi se mettre en tenue. Moi, pour ma part, je m'habillais comme si j'allais travailler. Je mettais aussi mes chaussures. Il fallait adopter le costume, pour pas rester en pyjama toute la journée. Voilà, pour embrasser l'activité. Je crois qu'il y a un vrai enjeu maintenant de
de télétravail. Alors, il y a, en discutant avec les uns et les autres, certains appréhendent le retour à la normale. Et là, je pense qu'il peut y avoir un point de vue des professionnels de santé, c'est qu'on s'est mis chez soi, on a eu un confort de vie domestique, alors quelquefois un peu altéré par le conjoint ou les enfants, vous l'avez dit, le cadre n'était pas toujours propice, mais il y a certainement des fragilités psychologiques qui vont découler de cette situation, parce que certains appréhendent à revenir sur le lieu de travail et à retrouver leurs collègues. À l'inverse, certains n'appréhendent pas et souhaitent ce retour à la normale, parce qu'il y a quand même un lien. Il y a un lien social, il y a un lien professionnel. Et puis pour conclure... La pause café manque un peu quand même. La pause café. Après, je pense que pour conclure, qu'il y a le point de vue du collaborateur, le point de vue du manager. Je pense que le manager a besoin de voir ses équipes, de les voir physiquement. Alors peut-être du télétravail 2 à 3 fois par semaine, mais les réunions Teams pour animer une petite équipe ou pour résoudre une problématique, c'est pas la solution. Et le manager, par définition, a besoin de rassembler son équipe, de la motiver. Et donc, je pense qu'il y a là effectivement un point de vue différent selon que l'on est manager, que l'on est collaborateur. Et moi, j'ai un manager qui m'a dit, mais j'entends venir sur mon lieu de travail. Les autres seront peut-être chez eux, mais j'entends venir sur mon lieu de travail, non pas parce que j'ai les dossiers, etc., non, parce que pour moi, manager, c'est être sur un point fixe professionnel et ça garantit, je dirais, la pratique du management. Oui, on parlait du trajet, mais c'est vrai que la période de trajet entre chez soi et son travail est une période importante de décompression, ou en tout cas de se mettre en jambes. En condition. C'est en condition, effectivement. Et le stress de retour au travail, est-ce que, Patricia, ça peut être quelque chose, parce que là, on rechange une nouvelle fois les habitudes qu'on a réussi à prendre. Tout à fait. Alors, après, ça dépend de la personne, bien évidemment, de sa construction psychique. Il y a des personnes qui vont appréhender énormément le retour au travail parce que quand elles sont dans la maison, et ça c'est établi quand les personnes elles ont déjà des troubles psychologiques, quand elles sont chez elles, elles vont s'enfermer. Vous voyez, c'est facile de travailler devant un écran, nous n'avons pas besoin d'être en société. Donc on n'est pas, on est devant l'écran, c'est assez froid, on fait le travail et quelque part on s'isole. On s'isole, on reste là, on s'isole et on fait le travail, il n'y a pas de souci. Alors quand on va leur demander à nouveau de sortir de cet isolement pour aller à nouveau vivre avec des collègues en société et vivre, ça va être très compliqué pour ces personnes-là. Psychologiquement, ce sont des personnes qui ont déjà des troubles, je dis à la base. Ces troubles sont passés inaperçus puisque, si vous voulez, on les a amenés gentiment à aller vers l'extérieur pour qu'elles puissent vivre en communauté avec tout le monde. Et là, on les renferme. C'est-à-dire qu'on les met entre 4 murs, et ces personnes-là vont travailler et vont rester pratiquement tout le temps entre 4 murs. Ce sont des pathologies qui se développent de plus en plus. D'ailleurs, on voit ça avec les enfants qui refusent de sortir, surtout là. Les enfants refusent de sortir, ils sont devant leurs écrans et ils passent des journées entières devant leurs écrans. C'est réconfortant d'une certaine manière. On peut se créer une bulle, on a l'impression de se créer une bulle. On a l'impression de se créer une bulle de protection et en fait, on s'isole, on sort un peu de la société, on est en retrait. Bon, psychologiquement, c'est très grave puisqu'on ne sait pas ce que ça va donner plus tard. Ce sont des enfants qui vont devenir asociaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, il y a d'autres pathologies, il y a d'autres problèmes aussi que j'ai pu constater. Ce sont les femmes qui sont à la maison, qui travaillent à la maison, qui ont des enfants à la maison, qui sont restées enfermées et qui se sont retrouvées avec des conjoints agressifs. On n'en parle pas de ces personnes-là. Moi, j'en ai eu quelques-unes qui jamais n'ont pris de claques. Et là, tout d'un coup, le conjoint n'en peut plus, il leur met des claques. Des personnes qui viennent pleurer, qui disent je ne le supporte plus. Le conjoint lui-même, je ne la supporte plus. Il y a des personnes qui ont cassé leur ménage, qui ont rompu parce qu'elles ne se supportent pas 24 heures. Oui, parce que là, on était obligé de rester 24 heures sur 24 avec son conjoint, ses enfants. Voilà, tout à fait. Alors, le système du travail à la maison, pour certaines personnes, ça va convenir, oui. Parce que ce sont des personnes qui ont ces pathologies, qui ne veulent pas aller à l'extérieur parce qu'elles ont des craintes, elles ont des problèmes qu'il faut traiter dans l'inconscient. Ce sont des problèmes psy. Attention, on parle bien de problèmes psy. Ces personnes-là qui préfèrent rester à la maison, ça leur convient. Moi, si elles sont toutes seules, elles ont déjà des tendances à être comme ça. Et bon, et les autres personnes, celles qui vont subir les enfants, celles qui vont subir le conjoint, qui peut être, ou la conjointe, attention, ça marche dans les deux sens.
C'est moi, je t'aurais tout ça. Le conjoint ou la conjointe agressif, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de frapper votre femme ou votre mari. Il y a des paroles qui font plus mal que des actes. Des paroles qui tuent. Alors, si vous êtes H24 avec un conjoint ou une conjointe qui vous maltraite, je peux vous assurer que la personne, elle est détruite. Après, il faut qu'elle se construise, cette personne-là. Alors moi, je voulais cette histoire-là, pour l'instant, c'est comme je disais tout à l'heure, j'attends. De voir effectivement à long terme. Voilà. Là, on sait. Pour l'instant, c'est trop tôt. On a une vue à peu près sur les effets que ça a de manière à court terme aujourd'hui, tout à fait. au fur et à mesure, mais sur le long terme, aujourd'hui, on n'a pas d'idée. Tout à fait. Parce qu'on ne connaît pas exactement les conséquences qui va sortir de tout ça. C'était une situation nouvelle de toute façon, donc on est tous. Voilà. Et puis, quant à revenir à la culpabilité, oui, effectivement, il y a cette culpabilité de la mère qui reste à la maison et qu'on lui dit, finalement, tu travailles à la maison, tu es coupable. Mais il y a aussi une autre culpabilité. Tu ne sors pas, tu fais bien attention, parce que le virus, tu vas le transférer, tu vas le transmettre. C'est ce qu'on parlait de la responsabilité par rapport aux autres. Voilà. Imaginez que dans la famille, il y a le papa, la maman qui tombe malade. Elle n'est pas forcément responsable. Mais le fait d'entendre cela, les médias, alors moi je ne me mêle pas de la politique, chacun fait sa politique, mais les médias ont vraiment été, je dirais, très pathogènes là-dessus. Parce qu'ils ont quand même dit aux personnes, attention, si vous n'avez pas le masque, si vous n'avez pas les gestes barrières, vous allez potentiellement vous êtes responsable si votre père ou votre mère tombe malade. C'est-à-dire, c'est une émotion, parce que la culpabilité, c'est l'une des émotions qui est la plus compliquée pour l'humain à gérer. Parce que de la culpabilité, qu'est-ce qu'il en ressort ? La dévalorisation. Vous êtes coupable, donc vous êtes sans faute. Vous êtes dévalorisé. Une personne qui est dévalorisée, c'est une personne qui aura du mal à s'affirmer, qui aura du mal à vivre dans la société par la suite. Je pense qu'il y a beaucoup de pathologies qui vont ressortir de tout ça. Que ce soit psychique, que ce soit physique. Alors évidemment, les personnes comme moi, moi je suis hypnothérapeute, je ne suis pas psychologue, donc en tant qu'hypnothérapeute, les mutuelles ne remboursent pas si on n'est pas psychologue. Donc je suis désolée, mais c'est vrai. Quand j'ai des patients qui viennent me voir et que je leur dis, ça fait tant, ils me disent, oui, mais est-ce que je peux venir juste une fois par mois, parce que je ne peux pas plus. Parce que je n'ai pas les moyens de faire plus. Donc on s'adapte, bien évidemment, on s'adapte pour pouvoir aider les personnes. Même si je peux me permettre, toutes les mutuelles ne remboursent pas les consultations chez les psychologues. Et également, il paraît on en parlera sur l'évolution à ce sujet. Les mutuelles prennent en charge beaucoup de choses. Oui, exactement. Elles sont aux côtés de la sécurité sociale, qui elle-même ne prend pas en charge tout. Tout à fait. Les mutuelles peuvent être novatrices, mais avant d'être novatrices, elles veulent aussi s'assurer, je dirais, de la garantie d'une prise en charge d'un point de vue médical. Il ne s'agit pas non plus de prendre en charge des choses, si vous me permettez, qui seraient farfelues et qui mettraient en danger la santé de l'adhérent. Donc on prend toutes les précautions avant d'aller sur des terrains. Mais plus récemment, assez récemment, les mutuelles ont pris en charge, par exemple, les séances de... D'orthopsie ? Je ne retrouve plus. Orthophonie ? Non, quand on est un petit peu... Ostéopathe. Oui. Ostéopathe. Voilà. Est-ce que l'ostéopathie est reconnue par la sécurité sociale ? Non. Elle est reconnue par certaines mutuelles. Voilà. C'est justement, ça fait partie de la prochaine question que je voulais poser. On voit effectivement que par rapport au travail, le télétravail va devenir plus courant. Il va y avoir sûrement des modifications législatives. Il va falloir qu'il y ait des modifications législatives. Est-ce que les professionnels de santé et les mutualistes peuvent aider, conseiller, donner justement leur point de vue, leur vision du terrain, des retours que vous avez, pour aider à faire évoluer aider à faire avancer cette évolution sociétale, puisqu'on est vraiment là-dessus. Par définition, les mutuelles sont démocratiques, donc les adhérents adhèrent à un projet de la mutuelle et donc sont à même de pouvoir s'exprimer sur un certain nombre de sujets. Et donc on a des réunions régulières, des rencontres, des assemblées générales au cours desquelles les adhérents nous font part de
leur souhait d'amélioration d'un certain nombre de prestations ou de services. Donc effectivement, ils ont la parole et c'est la remontée du terrain qui fait bousculer, je dirais, le paysage des réponses mutualistes en prestations ou en services. Donc effectivement, c'est tout à fait recevable et tout à fait possible dans notre fonctionnement. Ça va faire partie des futures questions. On va faire une deuxième pause musicale. Pardon. Juste pour revenir sur les propos également de Patricia, on a parlé des violences conjugales qui ont émergé, mais également dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Également, on a eu beaucoup de pathologies qui se sont exprimées et de détresse nous-mêmes de soignants et d'intervenants, car nous étions confrontés à la fermeture des structures, malheureusement du manque aussi de place en structure, et là, de par les confinements successifs, leur fermeture. Et ça a été extrêmement complexe à gérer, et nous nous sommes forcément retrouvés avec certains écueils. On va parler des jeunes justement dans la troisième partie de cette émission, donc bonne transition. On va faire une courte pause musicale et on revient dans quelques minutes. No smoke without fire, balancing on a wire, tippy toes on eggshells all around you. We both have been trying, make believe it's not my thing. Let's just decide how to get through. 'Cause life is too damn short for all this pushing and pulling. Search for perfection, I'm trying to match that. My broken legs wanting to run, run, run. Just open your fists and you'll see what you missed when you kept your eye on all that we have been done. 'Cause you're wanting too damn much, and that's too heavy, makes me wonder.
sur le live santé de la mutualité proposé par la Mutualité Française Sud Délégation de Vaucluse. On échange autour de la santé psychologique suite à la situation sanitaire que nous avons tous vécue depuis plusieurs mois. On a continué les échanges pendant la pause musicale. Donc je suis toujours avec Patricia Roy, hypnothérapeute, Lucie Ansberger, médecin généraliste, et Marc Devouge, qui est secrétaire général de la Mutualité Française Sud. Nous avons parlé du confinement, du télétravail, et donc plutôt des adultes, même si on a un petit peu parlé des enfants. J'aimerais maintenant aborder la question des jeunes, puisqu'ils ont été aussi très impactés par la situation. Certains se sont retrouvés seuls, sans cours, alors qu'ils s'attendaient à une année universitaire un peu sympathique, avec des fêtes. D'autres ont perdu leur boulot, ce qui les a mis dans une situation de précarité assez importante. Certains ont dû même rentrer chez leurs parents, ce qui n'a pas été forcément facile à gérer, autant pour les jeunes que pour les parents. Quels sont les premiers constats de cet impact de la pandémie sur les jeunes et leur santé? Et est-ce que cet impact est le même que pour un adulte? Alors, je parle des jeunes, c'est-à-dire ados et préadultes, pas la petite enfance, elle est restée plutôt à la maison. Lucie? Moi, je dirais... Patricia. Ouais. Alors, je dirais que pour les adolescents, donc on va commencer par les adolescents, ensuite nous y voir un peu plus ceux qui sont dans les grandes études et qui malheureusement ne peuvent plus poursuivre leurs études parce que ils ne travaillent pas, sachant qu'un étudiant en principe, si les parents n'ont pas les moyens de payer des études, va travailler au McDo ou va travailler dans les restaurants pour pouvoir payer leur cursus, leur travail, ensuite les études. Ces étudiants-là se sont trouvés démunis. Donc, on peut remercier les restaurants du cœur, parce que certains ont quand même eu la chance d'aller manger un peu au restaurant du cœur, et encore, quand on les laissait livrer. Ensuite, qu'est-ce que ces jeunes-là vont pouvoir créer et comment ils vont pouvoir avancer? Ces jeunes-là, ils se sont retrouvés à faire des choses qu'ils ne faisaient pas d'habitude. J'ai lu, et ça je reste sous réserve, parce que ce qu'on peut lire, on peut lire tout et n'importe quoi, bien évidemment. J'ai lu qu'il y avait certaines jeunes à Paris qui en arrivaient à se prostituer, aussi bien des hommes que des garçons que des filles, pour pouvoir payer leurs études, parce qu'ils veulent absolument réussir. Psychologiquement, ça a un impact désastreux. C'est un impact désastreux parce que ces jeunes-là sont en train de se détruire. Après, il va falloir, même si un jour ils ont leur diplôme, s'ils réussissent à obtenir ce qu'ils veulent, quelles seront les conséquences psychologiquement? Sachant qu'à un moment donné, ils ont été obligés ou soit de faire la manche pour pouvoir manger, continuer leurs études, ou soit d'en arriver à ce genre de choses, d'en arriver jusqu'à la prostitution. Et sans en arriver à ces comportements extrêmes, il y a aussi la solitude, puisque au lieu d'être dans un... Comme le télétravail. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'abandon, énormément d'abandon. Moi, j'ai jamais vu ça. Les parents qui viennent me voir et qui me disent mais je comprends pas, mon fils il abandonne, il n'arrive plus à se concentrer, il travaille pas. Il y a énormément d'abandon. Alors, si vous avez vu ça aussi au niveau des jeunes. Oui, des adolescents, mais de même que certains. C'est vrai que ça s'est moins observé chez les tout petits, on va dire, et parce que même potentiellement pour les collégiens, parce que longtemps quand même l'ouverture des classes a pu être maintenue, à tort ou à raison parfois, mais il n'empêche qu'ils ont bénéficié des enseignements. C'est vrai que c'est surtout pour le secondaire, également les jeunes adultes au cours des études supérieures. Donc effectivement, il y a eu... Alors, là aussi, ça révèle différents profils. Des enfants qui, de toute façon, aiment travailler, qui ne sont pas impactés par le fait de travailler derrière un écran et qui, de toute façon, vont quand même travailler parce qu'ils aiment ça. C'est pas évident de se motiver. Mais l'impact ne sera pas pareil. L'impact psychologique et d'autres profils qui étaient justement soutenus par le fait d'aller en classe, de retrouver leurs amis. Là, pour eux, le décrochage a été plus facile, quelque part. En plus, là où peut-être, et pas peut-être, sûr, un enseignant soutient son élève quand il est en difficulté. Là, l'ado
où l'enfant il s'est retrouvé seul derrière son écran, les parents qui étaient quand ils avaient des écrans aussi, parce que ça a mis en lumière le fait qu'il n'y a qu'un ordinateur à la maison. Et et tout ça, on n'y a pas pensé, en fait. Et on a tous dû s'adapter au fait que si on a 2 gamins qui sont en études supérieures pour les parents et qui ont besoin de leur écran, parce que les enfants reviennent à la maison, une connexion Internet qui n'est pas forcément parfaite non plus. C'est ça. Voilà. Et pour autant, il faut investir dans les ordinateurs parce que les 2 enfants en ont besoin. Donc ça a été mis en lumière. Mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais oui, par rapport à certains enfants, il fallait qu'ils se connectent. Et là où ils pouvaient être soutenus par l'enseignant et le parent, qu'il travaille ou non, s'il travaillait, il était occupé à ses missions professionnelles, donc il ne pouvait pas aider son enfant. Et tout ça sont des choses qui ont émergé, en fait. Il y a également aussi la culpabilité qui a été portée sur les ados, les jeunes. Parce que de même que vous avez souligné l'importance de la culpabilité, si l'on travaillait, si l'on sortait ou non, qui, à mon sens, nous a tous touchés, quels que soient nos... Parce que si on allait sur site, on ne savait pas si c'était peut-être bien d'aller sur site. Si on faisait on parlait des gestes barrières, mais on a eu combien d'exemples autour de nous ou pour nous-mêmes avoir respecté tous les gestes barrières. Nous, en tant que corps médical, on était invités au début. On passait sous un détecteur de microbes ou presque. On avait nos chaussures professionnelles, on lavait notre linge à 60 quand on ne savait pas. C'était anxiogène au possible. On était prêts à déshabiller, et certains même se déshabillaient sur le pas de la porte. Je ne parle pas forcément du corps médical. Mais on l'a vu, oui, effectivement. Mais certaines professions, voilà. Et c'est vrai que les jeunes, voilà, ont également été, et même maintenant, parce que avec le déconfinement, certains sont accusés de ne pas respecter les gestes barrières, de ne pas avoir conscience du danger, de se réunir, de lâcher prise trop vite, ou au contraire. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas fait tout ça et qui ont tout bien respecté, qui ont subi, mais vraiment subi, toutes ces périodes de confinement, déconfinement, et également regard de la société, les médias également, qui leur ont quelque part aussi jeté la pierre. Et il y a aussi, vous aviez parlé d'isolement, quand certains enfants qui étaient éloignés de par leurs études se retrouvaient à pouvoir rentrer chez leurs parents, ou non. Mais ceux dont les parents étaient à l'étranger, ceux dont les parents étaient trop loin et qui ont été seuls dans leur chambre de CTU, qui n'avaient même plus accès au restaurant universitaire. Ça a été une source d'isolement et de détresse. Donc c'est vrai que c'est pas... Et même si l'on est, entre guillemets, grand, on reste jeune adulte. Oui. Et même pour un adulte, c'est pas évident. C'est pas la vie qu'on avait imaginée en tant qu'étudiant, où effectivement, on a vu la vie quand on est étudiant, on découvre des choses, on découvre des nouvelles villes, des nouvelles personnes, on rencontre, et là, c'était pas du tout le cas. Tout était stoppé. Voilà. Et interdit. Oui, on évoque depuis tout à l'heure de nouvelles fragilités psychologiques qui concernent toutes les catégories de population. Les jeunes, les étudiants, enfin la jeunesse, fait apparaître effectivement une fragilité psychologique liée au contexte. La santé des jeunes n'est pas au beau fixe. Elle ne l'était déjà pas. Je veux dire, les jeunes souvent ne se soignent pas, même si globalement ils sont plutôt en bonne santé parce qu'ils sont jeunes. Ils sont face à des soins quelquefois urgents et ils ne se soignent pas. Je crois qu'on a vécu dans cette crise sanitaire des situations d'isolement, ça vient d'être dit, mais aussi de cohabitation forcée, de retour chez les parents. Mais enfin, ce qui a quand même le plus impacté les étudiants de manière générale, cette crise, c'est je dirais le fait d'être seul, et les constats ont été amplifiés. Je disais que les jeunes ne se soignent pas, les jeunes s'alimentent souvent pas trop bien, pour ne pas dire autre chose. Et ce qui était complètement scandaleux, c'est ces opérations
de repas à 1 euro. Non pas que l'opération en elle-même est scandaleuse, mais qu'on en arrive à s'intéresser à l'alimentation des étudiants et de voir qu'effectivement, ils ne s'alimentent pas. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience tardive des pouvoirs publics sur cette catégorie de population. On va peut-être pas parler de génération sacrifiée, mais enfin, il y a quand même 2 années scolaires, 2 années universitaires qui ont été percutées par cette crise. La mutualité a pris un certain nombre d'initiatives et elle va proposer des stages en alternance par les mutuelles, c'est-à-dire la possibilité pour les jeunes, pour les étudiants, de trouver un lien, une raison d'être de leur parcours professionnel, de leur parcours d'étudiant. Oui, parce que ça a été compliqué aussi de trouver un stage ou une alternance quand on était déjà étudiant. Ouais, et donc la mutualité française a pris cet engagement par la voix de son président il y a quelques semaines de proposer 3 à 4 000 stages en alternance, justement pour répondre à une situation qui est très critique, et ça donnera effectivement un sens à leurs études et ça permettra d'apporter une bonne réponse à une catégorie de population qui, à mon sens, a été un peu oubliée. Je n'ai pas entendu beaucoup d'initiatives, je serais critique des pouvoirs publics qu'à l'égard des jeunes et à l'égard des étudiants. Alors, je sais qu'il y avait beaucoup à faire, il fallait s'occuper aussi des EHPAD, des personnes âgées, mettre en place le télétravail, etc. Enfin, pour autant, pour les étudiants et pour les jeunes, je trouve qu'on n'a peut-être pas été à la hauteur de la situation à un moment donné. Mais justement, peut-être parce que c'est ce que vous disiez, c'est qu'on a l'impression que les jeunes sont en bonne santé et vont bien, et en tout cas ils gèrent, et c'est peut-être plus facile pour eux. Et aussi on a l'impression que c'est des générations qui sont hyper connectées et qui donc sont potentiellement au courant de tout, en tout cas des aides ou des accompagnements qui peuvent leur être offerts, et c'est au final pas le cas. Moi j'ai plutôt l'impression que malgré leur hyper-connexion, ils sont très peu au courant des aides qui peuvent être là. On parlait des repas notamment, mais il y en a eu d'autres. Comment faire aussi pour que les professionnels de santé ou les mutuelles soient des relais et permettent de leur apporter ce type d'informations pour les pousser à se soigner et à faire de la prévention pour éviter d'arriver à des situations critiques? En matière de mutualité, on a des réponses autres que des réponses complémentaires à des frais engagés et des frais remboursés par la sécurité sociale. On a des services d'information pour faciliter la vie de l'étudiant. On a des systèmes d'information pour les stages à l'étranger. Comment aussi assurer sa propre couverture sociale à l'étranger. Donc il y a des systèmes d'information, des informations pertinentes qui sont données, de même qu'on facilite effectivement la mise en place d'un certain nombre de stages. On donne aussi des conseils pour le logement. Enfin, on travaille avec certaines associations. Je peux en citer une dans la région, par exemple Sortie d'Amphi, c'est une association qui facilite la vie des étudiants. Donc on a un certain nombre de réseaux qui nous permettent d'apporter des réponses plus complexes, enfin plus plurielles, pour faciliter plus large, pour faciliter la vie des étudiants. Moi je dirais ce que je vous remercie déjà de tout ce que vous mettez en route. Là, c'est extraordinaire, parce que c'est vrai qu'il faut absolument prendre en considération les jeunes. Moi, je parlerai des adolescents, et donc ceux qui sont dans des cursus d'université, tout ça. Il y a une chose que j'ai pu constater, moi, en tant que thérapeute, je parle de... Bien sûr. C'est après la politique, voilà, je ne veux pas m'engager là-dedans. Je peux vous dire une chose que j'ai pu constater dans tout ça, c'est le manque de joie. Vous savez que l'humain, le cerveau humain, il a besoin de ça. Ça crée l'hormone de joie. Cette hormone de joie, si vous ne la stimulez pas, elle disparaît. Si cette hormone de la joie disparaît, les personnes vont devenir de plus en plus tristes, de plus en plus dépressifs. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui vont s'intéresser de moins en moins à ce qui se passe autour d'elles, de moins en moins à elles-mêmes, de moins en moins à tout ce qui peut leur apporter la joie de vivre. Or, l'humain, il ne faut pas oublier ça, dans l'inconscient, l'humain qui a perdu la joie de vivre n'a plus de raison de vivre. Freud disait que l'humain, et la première chose qu'il a, c'est quand il éprouve le premier plaisir dans le sein de la mère, il éprouve le premier plaisir qui va créer un désir, et ce désir, il va tout faire pour pouvoir l'assouvir, n'est-ce pas? Alors imaginez qu'on lui enlève le moyen d'avoir ce plaisir. Ce qui a été un peu le cas. Voilà, qu'est-ce qui se passe? L'inconscient, comme je vous ai dit, l'inconscient reste toujours un enfant. Vous savez, ces histoires de politique, il n'y connaît rien.
C'est un peu comme moi d'ailleurs. Mais c'est pour vous dire, quand on enlève la joie à l'humain, à quoi l'humain va s'accrocher pour pouvoir continuer à vivre et à chercher à survivre? Ça, c'est tout ce que j'ai à poser comme question. Et c'est vrai que c'est là aussi également où on peut se poser des questions pour nous tous, mais pour les mois à venir, sur cette déconnexion des émotions qu'on a eues et que l'on subit avec le port du masque, avec les écrans auxquels on est obligé avec lesquels on est obligé de cohabiter, avec toutes les procédures qui se font par mail et non plus par contact. On perd tout ça et on va rester on a toujours cette culpabilité de mais si j'enlève mon masque, et si je contamine, et est-ce qu'il y a encore du virus, et est-ce qu'il y en a pas, et où en même temps voilà. Et par rapport à l'hyperconnexion des adolescents et des enfants en général, peut-être rappeler le rôle néfaste des écrans, rappeler toujours, encore et toujours peut-être le danger également, parce que ça a mis en lumière tout un tas de réseaux sociaux et de sites qui sont absolument pas propices, si c'est évident, à l'épanouissement personnel. Et l'accès à l'information qui est pas l'accès à l'information, on leur apprend pas à chercher et à être critique vis-à-vis de l'information. Et peut-être c'est les encourager à utiliser les médias et à utiliser ces moyens de connexion, mais à savoir également, voilà, non pas regarder un film, je vais peut-être pas, mais sur des sites en ligne, mais à aller au cinéma, à sortir, à aller voir leurs amis. Ou peut-être, si on est enfermé à la maison, de le regarder tous ensemble et de partager après. De se réunir, de faire les anciennes du temps des dinosaures, les soirées pyjama. Et pourtant, c'est tellement sympa. On va dire les soirées boxers, ou employons le nouveau costume du pyjama. Mais voilà, c'est ça qu'il faut encourager. Et surtout, voilà, savoir, de même que nous, en tant que profession de santé et médecins généralistes, on a dû intégrer finalement notre outil de téléconsultation, pour lequel on n'était peut-être pas favorable au départ, mais avec cette crise, on a dû s'y adapter, on a dû l'intégrer effectivement, et on s'aperçoit que pour certaines tâches, ça peut être un outil. Là, il faudrait souligner pour ces ados, ces jeunes, et je crois pour nous tous également, le fait qu'il faut savoir utiliser des nouvelles technologies, des nouveaux accès, mais s'en servir d'outils. Et pas trouver un équilibre. Mais vraiment prendre en considération que l'on ne, à mon sens, que l'on ne peut s'épanouir et s'enrichir qu'au contact de l'autre, et pas au contact avec l'interface d'un écran. Et ça a révélé également, mais on n'a pas le temps de développer le sujet, mais d'énormes pathologies d'addiction, mais dans tous les domaines. Tout à fait, complètement. À propos d'émotions et de masques, j'ai vu récemment dans une salle d'attente double d'un ostéopathe et d'une rééducatrice une pétition pour que les masques transparents soient pris en charge par le régime obligatoire pour ces professionnels de santé. J'ai aussi entendu à la radio que le fait que les mamans qui portent le masque qui ne soit pas transparent modifie la relation avec l'enfant. Oui, parce que par le rapport au sourire, etc. Et aussi par rapport aux personnes qui sont malentendantes et qui ont des problématiques, des handicaps. Et là, ça pose vraiment problème, puisque certaines personnes lisent sur les lèvres et qu'avec le masque, c'est pas possible. Tout à fait. Mais nous tous, pardon, excusez-moi, nous tous, nous lisons sur les lèvres. Oui. Tout à fait. Effectivement. Que l'on soit, on a le son, mais que l'on soit malentendant ou pas, beaucoup de personnes ont du mal à. Et peut-être moi la première, lorsque j'ai mon masque, j'entends moins bien. C'est peut-être psychologique. Non, je crois qu'on l'a tous vécu. Oui, c'est vrai. Ça s'explique en termes de neurosciences. Mais en plus, voilà, ça s'explique, mais on entend
Moins bien. Moins bien. Voilà. Et puis alors, Et on décode moins. Ouais, c'est très symbolique le masque sur la bouche. Sachant que déjà les jeunes, quand ils commencent à parler, on regarde la bouche d'une personne. La bouche parle. C'est par la bouche qu'on communique. Vous mettez donc le masque en permanence devant la bouche. Déjà vous-même, quel est l'impact sur votre inconscient? C'est-à-dire surtout tu ne dis rien. Donc on ferme. Bon, nous les hommes de Cro-Magnon, nous avons cette capacité de pouvoir quand même nous exprimer parce que nous avons été élevés comme ça. Mais les enfants, les adolescents, qu'on commence à leur mettre des masques déjà depuis l'âge de 10 ans, vous leur mettez des masques. Ces enfants-là, ils vont perdre l'habitude de s'exprimer librement. Je dis librement parce que le masque, il ne faut pas oublier, c'est une barrière. C'est une barrière dans l'inconscient. Ces enfants, ils vont être conditionnés pour ne pas parler. C'est-à-dire que s'ils ont quelque chose qui ne va pas, eh bien, on ne le dit pas. Alors, sachant que les non-dits, C'est dévastateur. c'est dévastateur. Ça engendre des maladies énormes. Alors, si déjà on est en train de conditionner nos enfants pour qu'ils ne disent rien, alors qu'on a déjà beaucoup de problèmes avec ce genre de choses, qu'est-ce que ça va donner ? Alors moi, je me suis rendu compte qu'à l'école, j'ai 2 ados à la maison, on leur demandait beaucoup de se filmer. Et c'est vrai qu'au début, on se disait, mais ça prend du temps, c'est compliqué. Mais je me demande si c'était pas aussi pour ça, pour les pousser à s'exprimer, alors que, ils sont pas de contact direct puisqu'ils n'avaient pas cours à ce moment-là. Et il y a le danger également aussi de se priver des émotions comme ça, c'est de banaliser en fait et de rendre normal quelque part le fait de utiliser les réseaux sociaux, de ne plus communiquer. Et moi, ça reste une grande appréhension, mais pour l'ensemble des générations futures. C'est ça. Mais de même que ça peut banaliser la violence subie intrafamiliale, le non-verbal, le fait qu'avoir une émotion, c'est pas normal. Finalement, être chez soi, c'est mieux qu'être à l'extérieur. C'est pas le fait de ne pas avoir l'émotion. C'est-à-dire que l'enfant qui va avoir l'émotion ne va pas l'exprimer. Mais c'est de pas l'exprimer. Oui, c'est surtout ne pas exprimer son émotion. C'est ça le problème. Mais l'enfant comme l'adulte. Comme l'adulte d'ailleurs. Que d'être enfermé, effectivement, c'est plus sûr que de sortir et d'être en contact. De même que les contacts, de se faire des bisous, des câlins. Qu'est-ce que ça devient, ça ? Qu'est-ce qu'on va... Parce que là aussi, on a... Même si l'on regarde pour chacun et on s'aperçoit même avec nos proches, on a le réflexe de s'éloigner, de ne pas câliner peut-être comme on pouvait le faire. Alors que c'est très important. Alors que c'est important. Et finalement, on s'en accommode, mais pour effectivement ce que vous dites, nous encore, on l'a connu. Donc, on a une mémoire émotionnelle de ce que ça peut être. On sait ce que c'est. Les mémoires, surtout du corps. Et du corps, voilà. Et un vécu du corps. Mais des familles pour lesquelles déjà c'était compliqué, ou des enfants qui naissent actuellement, comme dans ce contexte et dans ce milieu, qu'est-ce que ça va devenir ? Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on va en faire ? Comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va communiquer là-dessus ? Ce qu'on disait, c'est que là, pour le moment, on essaye d'analyser ce qui se passe, mais on verra aussi à long terme ce que ça va avoir. Et le fait aujourd'hui de... Prochaine interview. Voilà, c'est ça, une deuxième émission. Le fait de réfléchir et de prendre cet axe sur la santé psychologique, c'est là où on se rend compte que c'est aussi important que de se protéger de manière physique et du virus. On arrive... au bout de cette émission, donc on va essayer de conclure, même si je pense qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Effectivement, les enseignements, là, ce que j'ai entendu, c'est la gestion des émotions qui sont importantes d'être prises en compte, que ça soit toutes les générations, du plus petit au plus âgé. Marc, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez réfléchi là-dessus et de prendre cette initiative de proposer de faire rembourser 4 séances de psychologue par an par les mutuelles pour justement permettre cette ouverture de la parole et cette prise en compte de la santé psychologique. Oui, c'est une décision récente, mais c'est une décision en réaction à une carence. Et donc on invite les mutuelles à prendre en charge. Et donc effectivement, la mutualité française, consciente de cette situation, a pris cette décision, alors à titre expérimental.
à partir du 1er mai ou du 1er juin selon les mutuelles, parce que les décisions relèvent quand même des conseils d'administration des mutuelles, mais en principe, quand la mutualité française invite les mutuelles à, les mutuelles suivent, et donc effectivement, il y aura une prise en charge de ces séances psychologiques qui ne sont pas prises en charge actuellement par le régime obligatoire. Donc c'est une marque d'intérêt, je dirais, des mutuelles ou de la mutualité sur la situation telle que l'on connaît actuellement, et pour éviter que ces fragilités psychologiques s'accentuent avec le temps. Donc effectivement, une belle réponse, à mon sens, des mutuelles dans ce contexte. Mais pour autant, et nous ne l'avons pas dit jusqu'ici, la crise aussi a mis de côté un certain nombre de soins, un certain nombre de pathologies, parce qu'il y avait urgence à soigner la Covid-19. Donc il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de soins risquent d'être reportés ou sont déjà reportés, comme l'ont été des opérations chirurgicales. Et donc on a aussi cette préoccupation de l'état de santé de la population au-delà de cette crise, de ses conséquences sur les traitements, je dirais, classiques des maladies. Tout à fait. Donc, effectivement, il faut suivre cette initiative-là auprès de vos mutuelles, de pouvoir se faire rembourser des séances de psy. Donc, ça sera ouvert à tous. En tout cas, c'est les mutuelles qui prendront ces décisions-là. Je vais vous proposer de conclure, puisque nous arrivons au bout de cette émission. Je pense que ce qui ressort aussi par rapport à tout ce qu'on a échangé, c'est de se dire qu'il est important de rappeler qu'il est normal, en fait, de ne pas se sentir bien, surtout avec les situations que nous sommes en train de vivre, et que c'est normal aussi d'avoir besoin d'en parler. Je pense que c'est ce que vous avez tous essayé, que ça soit les professionnels de santé aussi, puisqu'ils reçoivent les personnes qui sont malades, mais ils ont aussi des problématiques. Et donc, peut-être de justement essayer de se dire qu'aujourd'hui, s'il y a un équilibre à trouver, c'est de penser à la fois à sa santé physique, mais aussi de penser à sa santé psychologique. Je ne sais pas si vous avez chacun et chacune un dernier mot, une petite conclusion rapide, mais je pense que voilà, s'il y a un mot à sortir, c'est ça, c'est de libérer peut-être la parole. Eh bien, pour conclure, même si effectivement cela met en lumière les nombreux points que nous pourrions encore développer ou aborder, je dirais que cette crise, quelque part, nous a tous appris, ou en tout cas confrontés à cette part de l'inconnu. Et peut-être qu'on peut quand même essayer de voir un arc-en-ciel et de voir la lumière au bout du tunnel, quelle que soit la longueur du tunnel. Mais peut-être, en tout cas, voilà, il y a un bout, il y a de la lumière qui est en train d'éclairer ce tunnel. Accueillir l'inconnu, accueillir peut-être l'incertitude et accueillir l'instant présent. Finalement, et sans parler de méditation, mais savoir peut-être apprécier des petits bonheurs du quotidien. Là, effectivement, on a tous des appréhensions, même si elles sont différentes, mais de la situation de déconfinement. Mais finalement, c'est quand même bien agréable de pouvoir, en toute précaution, en conservant nos gestes barrières et en essayant d'être le plus conforme, voilà, pour maintenir et garantir la sécurité de nous tous, peut-être quand même bénéficier du soleil, puisque nous sommes dans le Vaucluse, le plus beau pays du monde, donc nous avons du soleil, évidemment, et des terrasses. Toujours. Et c'est de cette joie de vivre et de la joie que l'on peut éprouver à simplement se retrouver 4 à 1,50 m de distance, mais autour d'une table, à discuter, à échanger et à se voir. Petit bonheur, la place à l'humain. Petit bonheur chaque jour. Voilà. Faut pas oublier, c'est surtout au bout de ce tunnel, cultiver la joie. C'est-à-dire que si l'humain cultive la joie, ça guérira beaucoup de maux. Voilà. Très bien. Marc ? Je crois que cette émission Live Santé avait tout son sens. On est très attaché en mutualité aux liens humains, on est très attaché aux valeurs humaines, on est très attaché à la proximité, on essaie de la garantir. Je crois qu'on a vécu une période tout à fait exceptionnelle. Moi, je pense que c'est l'affaire de toutes et de tous, et que c'est la conjugaison des réponses des uns et des autres qui nous permet finalement d'appréhender cette crise et ses conséquences. Et donc, effectivement, la sécurité sociale qui a parfaitement joué son rôle, les mutuelles, bien sûr, je ne peux pas dire autrement, mais aussi l'ensemble des professionnels de santé, et aussi toutes les structures d'accueil et toutes les structures hospitalières, et puis aussi les citoyens qui ont fait preuve
de responsabilité pour une période complètement inédite, qui ont su s'adapter dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Et je crois qu'il faut avoir confiance, en l'homme et en la femme pour affronter des situations que l'on n'avait pas connues depuis très 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 longtemps, mais ayant confiance en la nature humaine et envers les uns et les autres. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission et pour cette conclusion positive, parce qu'on a parlé beaucoup des problématiques que ça a causé, mais voilà, il y a eu aussi des évolutions et je pense qu'il y aura aussi des enseignements à avoir sur le long terme suite à cette situation. Je remercie Florian et Bruno à la technique pour l'émission et je vous dis à bientôt pour un nouveau live santé de la Mutualité. Merci.